Imagine qu'on te dit ceci. Peu importe ce que tu feras, tu resteras pauvre toute ta vie. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand je me suis tombé sur une théorie. Une théorie qui prétend dire que l'Afrique est condamnée à rester pauvre pour toujours. Et attention, cette théorie ne s'appuie pas sur la mauvaise gouvernance, non plus sur la corruption. Elle s'appuie sur un élément beaucoup plus subtil, presque invisible. Un facteur si profond qui dit qu'il maintiendra l'Afrique dans un état de pauvreté, de génération en génération. Peut-être tu te poses cette question. Quelle est cette théorie qui prétend dire que l'Afrique n'a qu'un espoir? Qui est derrière cette théorie? Tiens-toi bien, parce que ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va complètement bouleverser ta vision de la pauvreté en Afrique. Et surtout, c'est que certaines personnes pensent réellement de l'Afrique. Imagine qu'on vous dise que la pauvreté en Afrique n'est pas une question de la mauvaise gouvernance, non plus de la colonisation. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais plutôt l'endroit où vous vivez. C'est exactement la conclusion que certains chercheurs ont fait. Et parmi eux, un en ressort. Jeffrey Sachs, un économiste américain et pionnier de cette théorie. Peut-être tu te poses cette question. Comment il a pu finir par cette conclusion? Pourquoi pas parler de la corruption ou de la mauvaise gouvernance? Mais tu vas découvrir que son approche était complètement différente. Dans les années 90, alors que beaucoup d'économistes se penchaient plus sur la mauvaise gouvernance et le politique budgétaire, Sachs lui prend un autre chemin et se pose une question simple mais radicale. Et si la pauvreté en Afrique n'était pas une question de décision politique, mais plutôt une conséquence directe de la géographie? En 1997, il publie Source of Slow Growth in Africa Economies. Puis en 2000, The Geography of Economic Development, mais avec son best-seller, The End of Poverty, en 2005, qu'il a largement popularisé son idée. Et dans son livre, il a écrit ceci: l'Afrique est coincée dans un piège géographique de pauvreté. Selon Sachs, cette phrase ne venait pas de sa propre imagination, mais plutôt d'une observation directe qu'il avait faite lorsqu'il était en Afrique. Il résume cette observation en 3 grands obstacles qui pour lui sont des éléments fondamentaux, des véritables éléments qui maintiendra l'Afrique dans un état de pauvreté perpétuelle. Le premier élément, c'est l'enclavement et le manque d'accès au marché. Selon Sachs, près de la moitié des pays africains sont enclavés. L'absence d'accès direct à la mer et le manque d'infrastructures de transport augmentent considérablement le coût commercial. Le bien importé coûte plus cher, les produits locaux peinent à être exportés de manière compétitive. Le transport d'un conteneur en Afrique peut coûter jusqu'à 3 fois plus cher que dans d'autres régions du monde. Un désavantage économique majeur. Le deuxième élément, selon Sachs, c'est les maladies liées au climat. Les régions tropicales et subtropicales d'Afrique sont le foyer de maladies endémiques comme le paludisme, la maladie de sommeil et d'autres maladies tropicales négligées. Le paludisme en lui seul coûte au continent environ 12 milliards de dollars par an en perte de productivité et des dépenses de santé. Ces maladies réduisent l'espérance de vie, diminuent la productivité de la main-d'œuvre et découragent les investissements étrangers. Le troisième élément selon Sachs, c'est que l'agriculture africaine dépend fortement de la pluie et les sols africains sont pauvres. Il dit ceci: la majorité des agriculteurs africains dépendent de l'agriculture pluviale. Or, les climats capricieux, les sécheresses récurrentes et les inondations imprévisibles dévastent les récoltes. De plus, une grande partie des sols tropicaux est naturellement pauvre en nutriments essentiels, ce qui limite les rendements, même à l'absence des catastrophes climatiques. Les changements climatiques aggravent encore cette vulnérabilité, avec des projections de baisse des rendements des cultures de base. Selon lui, plus séparément chaque facteur se devient un fardeau. Les combinés forment un piège à pauvreté, un système de contraintes qui maintiendra l'Afrique dans un cycle sans fin. En d'autres termes, la pauvreté en Afrique ne serait pas une affaire de la volonté, ni de la moralité, mais plutôt
un piège structurel lié dans l'espace et au climat. Mais est-ce que ce diagnostic est une vérité absolue? Ou en réalité, c'est son interprétation qui enferme l'Afrique dans un rôle écrit d'avance? Imagine qu'un jour que tu tombes sur un livre de Sachs et que tu te dis, si l'Afrique est coincée dans son positionnement, à quoi bon de lutter contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance? Quand on vous répète que vous êtes pauvre parce que votre sol est infectile, parce que votre climat est maudit, parce que vous êtes enclavé, à quoi peut-on encore croire? La théorie finit par peser sur l'imagination. Elle installe une idée fausse que la pauvreté est une fatalité, une condition inscrite même de la géographie du continent. Et c'est ça, le fait le plus destructeur. Quand tu crois que ton sort est déjà écrit d'avance, pourquoi lutter? Pourquoi espérer? Mais il y a une question qu'on doit se poser. Est-ce que la géographie condamne vraiment un pays à rester pauvre pour toujours? La vérité, c'est que l'histoire est pleine d'exemples de pays qui, sur papier, avaient toutes les raisons de échouer, mais qui ont transformé leur handicap en levée de puissance. Ce ne sont pas les montagnes, les sols pauvres ou les climats tropicaux qui condamnent un peuple, ce sont les institutions. C'est la thèse défendue par Daron Acemoglu et James Robinson, les dépenseurs qui contredisent farouchement l'idée des Sachs. Pour eux, la géographie compte, oui, mais elle n'est pas décisive. Ce qui compte, ce sont les choix politiques, les institutions qui incluent ou excluent, qui veulent libérer ou étouffer l'énergie de leur population. Prenons le cas de Singapour, un micro-pays tropical, sans ressources naturelles, sans arrière-pays agricole. À première vue, Singapour avait toutes les raisons de d'échouer. Mais il est devenu l'un des pays les plus riches du monde. Comment? Par une gouvernance stratégique, l'ouverture au commerce, la discipline de la gestion publique. La géographie n'a pas disparu, mais elle a été dopée. Prenons le cas de l'Inde. Comme certains pays africains, l'Inde c'est un pays tropical qui a une forte dépendance à l'agriculture en développant un vaste système d'irrigation alimenté par le neige de l'Himalaya. L'Inde a réduit sa dépendance à la pluie. La géographie peut rendre la route plus dure, mais ce sont les choix politiques qui décident si on peut marcher malgré tout ou si on doit abandonner. Mais attention, l'Afrique c'est un continent très différent des autres, qui n'a pas de modèles à copier. Le gros problème c'est de croire qu'il faut juste copier les autres. L'Europe s'est construite par la colonisation et par l'industrialisation. L'Amérique du Nord s'est bâtie grâce à l'immigration et par des ressources énormes. L'Afrique n'a pas ces modèles tout près. Son histoire marquée par la colonisation et les découpages artificiels ne permet pas un simple copier-coller. Les gouvernements seuls ne peuvent pas tout changer. Les États africains sont fragiles et parfois limités. Et qui doit porter ces changements? Tout le monde. Parce que le développement en Afrique n'est pas une loi écrite à la capitale. C'est une somme d'initiatives, une énergie collective. L'Afrique a déjà prouvé qu'elle peut transformer ses contraintes en opportunités. Les mobile money né au Kenya, les énergies renouvelables en Afrique du Sud. La pauvreté africaine n'est pas une condamnation, c'est un défi. La théorie géographique décrit le terrain, mais elle ne décrit pas les scores finaux. Ces scores finaux, c'est aux Africains eux-mêmes de l'écrire, par les institutions seules, ou soit en copiant-collant les modèles d'ailleurs, mais plutôt en inventant une voie originale, adaptée et portée collectivement. Peu importe ton environnement, tu as la possibilité de le surmonter. Le destin de l'Afrique n'est pas écrit dans son sous-sol, ni dans son climat. Il est écrit dans les choix de ses peuples. Si certains pays ont prouvé qu'il est possible de transformer ses faiblesses en force, pourquoi pas certains pays africains?